Bienvenue aux auditrices et aux auditeurs qui nous rejoignent. Vous êtes à l'écoute des chroniques de Jacques Sapir. Le site web du journal Le Monde a lancé, il y a quelques jours, un outil nommé Décodex. Un outil qui est censé permettre à ses utilisateurs de trier le faux du vrai dans les différents sites. Oh, quelle belle idée! Nul ne conteste la nécessité de vérifier les sources, bien entendu. On pouvait penser que cet outil serait une tentative honnête pour aider le lecteur. Eh ben non. Elle s'avère être en réalité un outil idéologique servant à la fois à l'autopromotion de ce journal, ce que l'on peut comprendre sans nécessairement l'approuver, mais aussi, et c'est sur ce point que toute l'opération est bien plus discutable, un outil de tri idéologique. En prétendant lutter contre ce que l'on appelle les fausses nouvelles, les fake news, c'est-à-dire la multiplication de ces informations non vérifiées et parfois fausses, les journalistes du Monde n'ont rien eu de plus pressé que de réinventer l'index du Vatican. À quand donc l'imprimature ? Décodex se présente comme une application que chacun peut utiliser. Cette application classe les sites du vert, garantie de bonnes informations, au rouge, site réputé dangereux, avec la couleur orange, site peu sérieux, ou bleu, site parodique. Seulement, pour faire fonctionner un système comme Décodex, il faut au préalable établir une liste de sites d'information que l'on considère comme recommandables ou non, et une liste de critères qui permettent de juger et de jauger de la crédibilité de tel ou tel. On entre là dans un domaine où joue à plein, évidemment, la subjectivité idéologique des journalistes du Monde. En mettant les pastilles, qu'elles soient vertes, oranges ou rouges, le Monde s'arroge un droit de jugement alors qu'il est lui-même, et nul ne lui reproche par ailleurs, un journal d'opinion, un journal qui défend ses idées, mais des idées qui ne font que représenter sa subjectivité. Ce qui gêne donc et ce qui choque avec cette création du Monde, c'est que ce journal se donne ainsi le rôle de censeur du web, de l'information en ligne. Il s'approprie un pouvoir qui pourrait, à l'extrême limite, relever d'un comité indépendant ou du CSA, mais certainement pas d'un journal qui est un acteur de cette sphère de l'information et qui ne peut donc prétendre à l'impartialité nécessaire pour une telle fonction. La dimension idéologique de l'opération se révèle quand on se promène un peu sur Décodex. On constate que les sources de l'établissement médiatique, les journaux avec lesquels le Monde a des collaborations ouvertes ou implicites, sont systématiquement verts. Et pourtant, certains de ces journaux ont bien publié et propagé des fausses nouvelles. Les autres sont en orange et en rouge, en particulier les sources dites alternatives. Se révèle alors la dimension monopoliste de l'opération. Dans un monde où le journaliste traditionnel et contesté, car chacun peut à sa guise créer un site d'information, l'opération Décodex apparaît comme une volonté un peu puérile et clairement désespérée de certains journalistes pour se garantir le monopole de l'information. Il eût été plus utile et plus profitable à tous que ces dits journalistes s'interrogent sur les raisons de leur perte d'audience. Alors, pour répondre aux diverses questions que soulève justement la création de ce Décodex, je reçois aujourd'hui deux invités. Première invitée est Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Bonjour. Alors Elisabeth Lévy, vous êtes bien entendu la rédactrice en chef du magazine Causeur, qui a d'ailleurs aussi un site internet. Oui, et je crois qu'on n'a même pas été classé, vous voyez. Oh. Faut pas décoder quand même. Ah oui, tout à fait. Je vous donne une place qui va fédérer la mienne. Oui, vous êtes orange, j'espère. Non mais je l'ai dit, j'aurais été presque vexé que le Monde me mette en vert. Ah, tout à fait. Je reçois aussi Olivier Berruyer. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, Olivier... Compagnon d'infortune. Voilà, Olivier est évidemment bien connu. Outre son métier premier, qui est celui d'être un actuaire, il tient aussi un site important qui s'appelle Les Crises, un site sur lequel il a publié toute une série d'informations et qui a eu la mauvaise fortune d'être d'abord classé rouge par Décodex, puis après, parce qu'il y a eu quand même un petit scandale là-dessus, en orange. Alors, est-ce d'ailleurs une si mauvaise fortune d'être classé rouge ou orange ? Pour ma part, j'avoue que le carnet scientifique que je tiens, Russe Europe, a été classé en orange. Et immédiatement, les fréquentations ont bondi. Mais oui. Et je me suis retrouvé à être aujourd'hui avec en moyenne entre 9000 et 10 000 visites par jour, alors que j'étais autour de 6005 avant. Donc,
j'ai envie de dire merci des codex. Mais quand même, il faut être un petit peu sérieux et il faut revenir effectivement sur cette question. Donc, je pose d'abord la question à Elisabeth Lévy. Comment est-ce que l'on peut juger, comment est-ce qu'on peut interpréter la création de des codex d'un point de vue journalistique ? Bon, d'abord, ça aurait dû susciter un grand éclat de rire. Si vous voulez, le Monde qui s'arroge le rôle d'arbitre des élégances déontologiques, là, si vous voulez, on meurt de rire. Ça m'a fait penser, d'ailleurs, vous savez, j'ai l'impression qu'ils veulent un peu dépolluer, parce que ça m'a fait penser aux pastilles pour les bagnoles aussi. Alors, on est les pollueurs du net. Non, c'est une grosse arnaque, si vous voulez, qui repose en plus, mais je ne veux pas monopoliser la parole, je voudrais qu'on en discute. C'est une grosse arnaque qui repose sur une idée un peu bébête, mais qui a pour elle la simplicité de l'évidence. C'est qu'il y aurait dans la vie, ce serait simple, il y aurait des faits vrais, et puis de l'autre côté, des faits pas vrais. Voilà. Des faits vrais, mais ça s'appelle pas du positivisme. Ça, c'est simple. Ça, la vie est simple. Et bien sûr, les faits n'ont rien à voir. L'interprétation des faits n'a rien à voir avec l'observateur. Si vous voulez, on dirait que ces gens n'ont jamais lu le moindre petit début de cours de sociologie. Moi, j'ai pas fait de sociologie, mais j'ai quand même appris ça à l'école. C'est que les faits étaient inséparables. L'interprétation est inséparable, évidemment, de l'observateur. Et je donne juste un exemple. Si vous voulez, Le Monde est quand même le journal qui, pendant des années, entre 2002, disons, et 2015, a nié avec constance, si vous voulez, l'existence des territoires perdus de la République qui nous reviennent aujourd'hui à la figure de diverses manières. Pendant 13 ans, disons, ils ont traité d'islamophobes, nous ont expliqué que le principal problème de la France, c'était les salauds comme Elisabeth Lévy, Éric Zemmour, Alain Finkielkraut, Jacques Sapir, etc., la liste noire. Et ce journal, qui a caché la réalité dans laquelle nous sommes, vient de nous donner des leçons de fait. Et puis alors, je passe tout de suite sur le fait que l'humanité a été, je veux dire, j'ai rien contre l'Humanité, mais l'Humanité est un journal qui, je veux dire, affiche que c'est un journal d'opinion. L'Humanité a été évidemment immédiatement classé vert, et je ne vous dis pas les Inrocks et tous les autres aussi. Donc, si vous voulez, on est tous des journaux. Moi, je fais de l'idéologie, hein, je pense simplement que moi, je le sais. C'est-à-dire que quand je fais de l'idéologie, je sais que je défends une opinion, et je ne pense pas que mes opinions sont la vérité. Le Monde confond ses opinions et la vérité. Mais je sais pas, Olivier va être d'accord, je pense. Alors, justement, le problème se pose en particulier pour quelqu'un comme Olivier Berruyer, qui fait un travail important. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord avec ces articles, c'est pas la question. Parfait et imparfait, j'ai un droit à l'erreur aussi. Tout à fait, et qui fait un travail important et qui donc a été directement ciblé par des codex. Alors, vous avez entrepris tout un travail à la fois de justification et de critique de des codex. Comment voyez-vous aujourd'hui la situation ? Premier point, je tiens à remercier Elisabeth, parce que ça a été, je pense, la première à essayer de mettre un petit peu d'intelligence dans l'analyse le jour où ça a commencé des codex. C'est pas un grand compliment, malheureusement, vous avez eu très très peu de concurrence. Ça, c'est vrai. Personne n'a réagi, c'est quand même assez fabuleux, il y a quelque chose d'important. Alors, après, on peut dire, bon, finalement, tout ça est une vaste blague, en effet. Le Monde qui a applaudi l'arrivée des Khmers rouges, qui nous a parlé des couveuses au Koweït, une litanie d'erreurs lamentables, avec des conséquences extrêmement dramatiques, parce que quoi que vous écrivez chez Causeur, sur Europe, au moins les crises, je pense qu'on peut compter le nombre de morts qu'on a fait, c'est assez faible. On va compter les morts qui sont liées à la propagande du monde, ça va devenir déjà beaucoup plus intéressant. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont importantes là-dedans. Déjà par rapport à petite réaction, il y a plein de petits trucs à dire sur cette affaire qui est, je pense, beaucoup plus importante que ce qu'elle paraît, en tout cas, qui pose un problème de principe. Et c'est quand on commence à basculer dans un nouveau principe qu'il faut se battre, même si ça a l'air d'être un petit peu ridicule, parce qu'on voit qu'après ça peut aller beaucoup plus loin. Vous avez beaucoup parlé des journalistes du Monde tout à l'heure. Enfin, ici on parle des décodeurs du Monde, autrement dit une petite équipe de fact-checkers de moins de 35 ans que je ne mets absolument pas dans la catégorie des grands journalistes du Monde que j'apprécie de lire régulièrement, même si je suis en désaccord avec eux. Ça c'est déjà un premier point. On a l'impression qu'il y a une espèce comme ça de petite équipe qui est en train de s'approprier le monde. Vous devriez développer un peu, peut-être tout le monde ne sait pas qu'il y a un service, expliquez-le, parce que c'est savoureux. À la base, il y a un petit service qui s'est donné pour mission d'aller vérifier toutes les rumeurs sur Internet. Bon, pourquoi pas, c'est très bien. Il décode grave. Mais sauf que ça a commencé par dire on va regarder quand les hommes politiques vont dire des trucs qu'il faut vérifier. Bon, pourquoi pas, en effet, c'est intéressant, c'est-à-dire une base journalistique. Et puis le truc, petit à petit, on commence à regarder quand il y a une connerie sur Twitter qui buzz, quand quelqu'un dit une bêtise, et puis après, ils font une espèce comme ça de name dropping. Ils attaquent les personnes en disant oui, Tartampion, regardez, il a écrit pour peu que ça buzz un peu votre tweet faux. Ils vous tombent dessus. Il y a des témoignages de personnes qui disent que les types ont tweeté au patron
au patron des gars pour qu'ils changent leur tweet en fait. Hein. J'ai mis quelques exemples sur mon site. Il y a une entreprise qui est, je ne vais pas dire totalitaire, mais qui est quand même inquiétante dans l'esprit que ça donne. En fait. Donc vous voulez dire qu'il s'arroge là un droit de jugement, c'est pas simplement un droit d'information, c'est un droit de jugement. Non, c'est pas un droit de jugement, c'est un droit de police. Oui. Voilà, ils font la police. Ils ne font pas le jugement. C'est déjà pas tout à fait si, pareil. par exemple, ça voulait dire, juste pour être sûr que je vous ai compris, c'est-à-dire, mettons que je fasse un tweet, il pourrait envoyer à mon patron ou à mon patron supposé en disant, regardez Lévy, vraiment. Elle fait des tweets, on lui a demandé, elle a pas enlevé son tweet, là, hop, faites-le faire. Il y a eu 2-3 affaires qui ont d'ailleurs buzzé pas plus tard qu'au mois de décembre. Donc déjà, voilà, c'était pour faire une différence avec quand même les grands journalistes du monde, et je dirais même la direction du monde, qui d'ailleurs a l'air un peu en perdition par rapport au contrôle de ce service-là. Mais ça, je développerai ça la semaine prochaine sur mon blog avec des exemples qui sont assez impressionnant. Une réaction du journal Le Monde, en effet, qui est en train de perdre son monopole du bourrage de crâne. Alors, c'est ça, leur réaction. C'est qu'ils font du bourrage de crâne depuis belle lurette, et tout d'un coup, tiens, il y a des gens sur Internet qui font du bourrage de crâne aussi, volontairement, qui parfois ont raison alors qu'ils ont tort. Voilà, on voit que ça les déstabilise fortement. Excusez-moi, mais en même temps, je pense pas que c'est une bonne idée de dire qu'ils font du bourrage de crâne, parce que il faut faire une espèce de... si vous voulez, c'est presque plus vicieux, en quelque sorte. Parce que le bourrage de crâne, c'est comme la propagande à la grande époque soviétique. Tout le monde sait que c'est de la propagande, en réalité. Personne n'y croit si on vous raconte vraiment des cracks. Elisabeth, je vous coupe, excusez-moi, vous n'avez pas l'impression qu'au mois d'Alep, au mois de décembre, on a eu une sacrée opération de bourrage de crâne et j'ai pas vu beaucoup de personnes ne pas y croire en fait. C'est vrai, c'est vrai aussi. C'est vrai, ça existe aussi. Elisabeth, le jour où j'ai vu dans le Nouvel Obs, une pétition signée de Martine Aubry, de Cohn-Bendit, et enfin de plusieurs anciens ministres qui ont comparé ce qui se passait à Alep avec la liquidation du ghetto de Varsovie. Hein. La liquidation du ghetto de Varsovie, c'est une pétition signée par plusieurs ministres. Que ça passe à l'aise, que personne ne remarque, ne demande si les gens ont perdu la tête. Plus personne n'enquête d'ailleurs sur ce qui se passe à Alep en ce moment, tout le monde s'en fout. Bon, ça a l'air d'aller. Enfin voilà, la propagande, ça existe, le bourrage de crâne, ça existe, et ça a des conséquences très très fortes. Excusez-moi de vous avoir coupé. Mais ce qui me paraît le plus grave, alors vous avez raison, mais en même temps, il y a alors sur l'étranger, sur ces questions-là, c'est vrai parce que les gens n'ont pas d'accès direct, mais ce qui me paraît beaucoup plus grave, c'est ce qui n'a pas l'air d'être du bourrage de crâne, en fait. Voilà. Ce que je veux dire, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est-à-dire, vous allez voir des jeunes journalistes, ils vont vous dire, moi, j'ai pas d'opinion, surtout. Ils ne se rendent pas compte, si vous voulez, qu'il y a une espèce d'opération de passe-passe qui fait que vous avez des opinions, mais par exemple, bon, je vais dire un truc très bête, par exemple, vous pouvez très bien être pour le mariage gay, c'est une opinion tout à fait valable. Mais si vous commencez votre sujet en disant, enfin, la France a comblé son retard, vous êtes plus, si vous voulez, vous êtes déjà dans la phrase d'après. Voilà, c'est ça que je trouve beaucoup plus insidieux, en fait. Mais vous avez raison, les deux existent. Alors, là, justement, deux choses. Un, on a effectivement un problème dit de grosse propagande. Voilà. Mon père avait l'habitude, à ce moment-là, comme il parlait l'allemand, il parlait de Funkpropaganda, c'était de propagande radio, en référence évidemment à la propagande des nazis. Bon, ça c'est un premier point. Après on a effectivement ce fait qui est beaucoup plus discutable, mais qui est un fait qui est extrêmement important, c'est justement l'utilisation de la soi-disant objectivité du fait. Et ça c'est un problème qui est évidemment quelque chose sur lequel, en sciences sociales, en économie, en histoire, en sociologie, en anthropologie, on ne cesse de réfléchir. Et on explique, oui, bien sûr, les faits existent, mais les faits sont construits. Et c'est justement le fait de faire disparaître tout cet élément de construction du fait qui pose un énorme problème aujourd'hui, pas seulement aux décodeurs, et ça je vais redonner la parole à Olivier Berruyer, pas seulement aux décodeurs du monde qui sont, on peut dire, un espèce d'épiphénomène. Ils sont, je dirais, l'espèce de mousse qui vient, mais d'un système global. Je crois qu'Olivier a raison quand il dit que c'est un peu plus que ça. Oui, mais si vous voulez, je pense que eux, ils sont visibles. Oui. Mais il y a le problème de tous les gens qui leur sont similaires et qui ne sont pas, justement, visibles. Et ça, c'est un vrai problème. Olivier. On parle d'eux parce que c'était les premiers, mais on voit qu'après l'élection de Trump, ça s'est répandu, que maintenant chaque journal a son service, soi-disant, de fact-checking, qui fonctionne d'ailleurs sans règles déontologiques bien précises, et qui mériterait d'être creusé. Par rapport aux faits, regardez un autre exemple de bourrage de crâne, les fake news. On est assailli depuis un peu le Brexit, surtout depuis Trump, en nous expliquant qu'il y a un problème monstrueux dans le monde, ça s'appelle des fake news. Ouais.
Ça existe un petit peu, mais quoi, il y a des conneries sur Internet qu'en effet qui sont un peu plus présentes qu'avant, parfois les gens y croient un peu plus, mais enfin, je veux dire, les gens essaient de nous faire croire que les Américains ont voté Donald Trump parce qu'ils ont lu, j'en sais rien, moi, 3 rumeurs sur des pizzerias, et sûrement pas parce que l'espérance de vie est en train de baisser aux États-Unis pour les hommes blancs, sûrement pas parce que le chômage explose, sûrement pas parce qu'il y a 50 millions d'Américains qui sont obligés de tendre la main au gouvernement pour manger tous les mois. Oui, c'est aussi une opération de propagande de nous faire croire que les fake news, qui en effet sont un petit problème qu'il faut peut-être traiter, est un gros problème, alors que le gros problème, ce que j'essaie de mettre en avant, qu'il faudrait que je théorise un peu plus, c'est les no news. Oui. C'est pas les fausses nouvelles. C'est dans les grands médias, toutes les nouvelles qu'on n'a pas. Et ça fait vraiment du mal. C'est celles qui sont pas là. Ce que je veux dire, c'est celles qui ne sont pas là et qui ne sont pas là dans les grands médias mainstream et qui touchent tout le monde. Nous faisons tous une sélection, évidemment, simplement. Mais Elisabeth, il me semble que Causeur et par exemple, Le Monde n'a pas tout à fait le même impact. Non, on n'a pas la même sélection, mais on en fait une aussi. Et Sputnik n'a pas tout à fait la même sélection. Simplement, vous avez raison. Ce qui est problématique avec Le Monde, c'est leur espèce de prétention à l'objectivité, comme l'a dit Jacques. Vous avez raison, cher Jacques, de sortir ce gros mot, qui est en général celui qu'on vous oppose de façon imbécile. Il y aurait des gentils journalistes, des bons et gentils journalistes qui ne seraient pas des idéologues, et nous, les méchants idéologues, bien sûr. Donc, remarquez, on a des idées, c'est déjà pas mal. Moi, j'aime pas ce mot fake news, ça voudrait dire que quelque chose de nouveau arrive. Les conneries et les bidonnages, en français on a un beau mot, c'est bidonnage, alors on va l'utiliser, mais les bidonnages, à mon avis, ça existe depuis toujours, et je pense que effectivement Internet ouvre d'immenses possibilités de raconter des conneries, mais en même temps, je veux dire, franchement, est-ce que quelqu'un va se servir non mais, pour revenir 2 secondes à Décodex, est-ce que vous connaissez une seule personne qui va utiliser Décodex pour savoir si ce qu'elle dit est cachère ou pas? Il semble qu'il y ait eu 21 000 utilisateurs qui ont téléchargé l'application. Ce qui est ridicule. Ce qui est absolument ridicule. Le problème, Jacques, c'est pas le Décodex. Parce que depuis le début, on me dit, Olivier, tu casses les bonbons à tout le monde. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce truc-là qui est ridicule, qui est un échec lamentable, avec 20 000 utilisateurs téléchargés. Ça fait rigoler, le monde est ridicule, tout le monde le sait. Alors, c'est là que j'aimerais quand même développer sur un petit point. Le Décodex, en effet, ça classe les sites vert, orange, rouge. Alors, si vous regardez, dans les sites verts, ils ont mis TF1. Il y a pas un truc qui s'appelle Vérificator, juste pardon, il faut quand même le dire, Vérificator. Bien que le nom. Ça s'appelle Vérification, l'adresse. Et si vous regardez, il y a tous les sites verts, c'est les grands sites mainstream. Ok, ils sont par défaut, t'as ta carte de presse, t'es un vert. Bon, on peut dire, ok, quel intérêt finalement moi, j'ai de ma dire. Carte de presse, on se doute que le lecteur du Monde qui installe ça, quand il va sur TF1, il n'attend pas d'avoir ça. Bon, après, on dit non, c'est surtout pour les sites rouges. Alors, les sites rouges, on regarde. Et puis, les sites rouges, ils ont mis les Illuminati, ils ont mis des trucs antisémites, ils ont mis machin, mais déjà qu'ils sont relativement connus, donc je vois pas trop l'avancée que ça peut avoir. Donc finalement, on sait que Soral, par exemple, pour prendre un exemple comme ça, personne ne va chez Soral pour avoir de l'information factuelle vérifiée, de toute façon. Ce qui est très intéressant, c'est l'orange. Et là, l'orange, vous regardez pareil, c'est une catégorie, il y a quoi dedans? Minute, Rivarol, ça. Et puis tout d'un coup, Russe Europe, peut-être Causeur. Je pense que vous pouvez être entre les deux, j'en sais rien. Si vous êtes gentil, ils vous mettront vert. Si vous n'êtes pas gentil, si vous continuez comme ça, ils vous mettront orange. S'ils mettent vert, je vous préviens, je proteste. Et puis, vous avez des gens sérieux là-dedans. Et on s'aperçoit déjà dans les oranges, c'est à peu près tous les types avec qui ils ont eu maille à partir. Ouais, ils ont mis les iconoclastes, 22 millième site français. Enfin, le truc est ridicule juste parce qu'ils se sont engueulés avec eux. Vous voyez, on voit qu'ils se vengent, en fait, ça se voit très bien. Ils ont mis les contribuables associés, grand site d'information. Non, mais en vert, ils ont mis TéléZ. Non, mais dire, c'est le truc. Non, mais faut vraiment rigoler. Ils ont mis le site de la Sécu. Ils ont mis le site de la CNAM, en fait. C'est génial. Site d'info, moi, tous les matins dans le métro, hop, je lis mon décompte Sécu, je m'informe. Soir d'élection, je vais sur TéléZ. Moi, je sais que j'ai de l'info de qualité. Donc voilà. Donc déjà, le truc qui est juste ridicule. Mais par contre, là où ça devient. Ok, là, on a rigolé. Toute cette partie-là, elle est rigolo. Mais il y a un truc qui n'est pas rigolo. Je veux dire. Et ça, je peux en parler. C'est que dans la liste, je veux dire, moi, je les allume depuis 6 mois. J'ai d'ailleurs de très gros problèmes avec tous les réseaux néoconservateurs, un peu comme ça, depuis que je me suis occupé de Macron, de ses finances l'été dernier. Enfin, j'en prends vraiment depuis septembre. C'est très, très dur. Et ça va pas s'arranger. Mais sur ce point-là, en clair, je suis, sans faire de paranoïa, je suis un peu dans leur ligne de mire. Bon, ok. Et donc, je me retrouve en rouge quand vous regardez. Objectivement, la liste il n'y a que 100 listes rouges au début. Hein. Il n'y a que 100 sites. Ça se voit assez vite, on fait vite le tri. On se dit, tiens, alors on voit qu'il y en a 2-3 qui les critiquent beaucoup dans la critique média, qui sont mis en rouge, dont moi. Alors ça, la vraie question, vous êtes jalouse, Isabelle, mais c'est là où ça devient intéressant. Là, c'est là où ça devient intéressant et où j'ai peut-être quelque chose à raconter. Que l'écrit soit classé en rouge par Le Monde, ça me fait plaisir à la rigueur. Vous voyez, c'est vraiment, enfin, leur haine me fait plaisir, comme a dit Roosevelt.
Mais il y a un petit problème, c'est que je suis pas anonyme en fait. Et les crises, c'est pas juste un site, c'est pas Causeur, c'est pas Coca-Cola ou c'est pas mal, c'est Olivier Berruyer quand même. Olivier Berruyer, il a une vie en fait. Oui, c'est vrai. Et ça, quand le monde vous tamponne dans les catégories d'illuminés, d'antisémites et compagnie, votre vie, elle change assez vite. C'est-à-dire qu'il y a vos amis qui vous appellent, il y a les amis de vos amis qui vos amis ont, vous tweetez depuis longtemps, allez voir les crises et compagnie qui reviennent en disant oh là là, le truc il est classé rouge, t'as vu, c'est quoi ce truc-là, c'est dangereux. Vous vous dites tiens, mon employeur il va réagir comment en fait? Tiens, si un jour j'ai besoin de trouver un emploi, le recruteur qui tape Olivier Berruyer et qui voit classé en rouge comme individu infâme par le monde, il vous embauche ou vous embauche pas? Vous avez raison. C'est pas un jeu, ouais, tout ça déjà. Non, c'est pas Donc, un déjà, jeu. déjà, Vous rappelez que les médias en général et le monde en particulier exercent un pouvoir et qu'ils l'exercent sans absolument, en dehors de tout contrôle, de toute critique. Et ça, c'est un gros problème. Parce que, il y a pas, juste, j'ajoute un mot avant que vous nous laissez poursuivre, c'est que, en dehors de l'opération Décodex, maintenant, il y a une autre opération avec l'AFP, avec des écoles de journalistes. Je sais, j'ai une stagiaire, qui est super, et qui est au CFJ en ce moment. C'est une fille qui nous fait des papiers. Et elle est dans cette opération. Donc, ils font une grande opération de fact-checking. Donc, il n'y aura pas que Le Monde maintenant. Oui, non, mais donc, c'est assez grave, ouais. Il y a ça non, partout. mais il faut un truc global. Ils se mettent ensemble. Oui, non, mais j'ai vu ce truc-là. Ce truc-là est ridicule. On pourra en reparler la semaine prochaine. Mais si vous voulez, moi, c'est arrivé au stade de pression où j'ai sérieusement pensé à fermer mon blog. Ça a été pas très très loin. J'aurais pas abandonné. J'aurais rouvert un autre truc anonyme. Mais est-ce que vous avez protesté auprès d'eux? Est-ce que vous avez essayé de dire, j'aimerais savoir au nom de quoi mais au nom de quoi? C'est très simple. Ils ont justifié ça en mettant un lien pour me classer en rouge. C'était une fake news gigantesque d'un individu qui est pas très sain d'esprit en fait. Et ça a été démontré très rapidement qu'il m'accusait de choses délirantes. D'ailleurs, en plus, même pas si grave que ça pour justifier un classement rouge. Non, enfin voilà, les types se sont vengés. Enfin, on va arrêter de rigoler. Face à des gens de mauvaise foi à ce niveau-là, il y a pas de discussion. Si vous voulez la discussion, c'est mon avocat qui va l'avoir et puis on va discuter tranquillement avec eux. Ah, non, mais ça c'est clair. Pourquoi pas? Non, mais ça c'est évident. On verra ça la semaine prochaine. Donc voilà, c'est simplement ce que je veux dire, c'est que ça pose un vrai problème sur l'anonymat à Jacques. Ça vous fait rire d'être orange. Vous êtes un des grands intellectuels français. Oui, vous êtes un professeur. C'est vrai que pour moi, ça n'a pas vraiment de conséquences. Non, mais moi, je comprends ce que vous venez de dire par ailleurs. Vous êtes à l'EHESS, vous êtes une lumière du pays, quand on peut débattre. Enfin, ok, il y a Jacques Sapir, quoi. Ça, c'est comme Emmanuel Todd, comme truc. Bon, les mecs, ils peuvent faire cracher dessus. En plus, faut voir de qui ça vient, si vous voulez. Mais je pense que c'est des gens qui sont même pas capables de comprendre ce qu'on fait, ni vous, ni moi. Mais quelqu'un qui se lance, maintenant il y a des youtubeurs, il y a des choses comme ça qui sont en train de dire. Mais quand vous êtes un jeune, quand vous démarrez, quand vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus. Je suis en train de dire, le monde s'attaque aux créateurs de contenu sur Internet d'une façon évidente. Si vous êtes anonyme, vous vous en foutez royalement. Ok, c'est très bien, c'est mettre un truc. Moi je pense que d'ailleurs je vais mettre bientôt un petit tampon désapprouvé par le monde ou par les réseaux néoconservateurs français. Mais quand ça touche des individus qui sont identifiés, qui ont une vie à côté, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas que de leur truc, ça pose de sérieuses questions qui n'ont, je vous rassure, absolument pas, à mon avis, beaucoup émergé dans la tête de ceux qui ont battu ce truc-là vite fait, bien fait. Moi j'ai été frappé aussi par la révérence, si vous voulez, pourtant... on pensait quand même que c'était fini, si vous voulez. Il y a eu le livre de Philippe Cohen et Pierre Péan, il y a eu quand même beaucoup de choses, mais la révérence, le monde, le monde, tout le monde, le monde respire, tout le monde, c'est le deuxième point sur lequel j'aimerais juste, excusez-moi, mais poursuivre le témoignage. C'est ce que, c'est ma petite histoire. On va dire que j'étais vraiment, dans les exemples, mais pareil. Mais Jacques, qu'est-ce que votre site fout dans un décodex? Russe Europe, il y a de l'opinion, il y a un petit peu d'analyse et il y a des papiers un peu techniques, intellectuels. Vous n'êtes pas un site d'info, non? J'ai rêvé. Non, tout à fait. Je ne prétends pas être un site d'info. Pourquoi il n'y a pas le site de BHL? Pourquoi il n'y a pas le site de Caroline Fourest? Je veux dire, ils font des trucs aussi. Ce serait intéressant de voir ce qu'ils en pensent. Pourquoi ils ne mettent pas aussi orange? La règle du jeu, c'est vert. Ouais, non, mais ça, je sais. Ils sont pas. Non, ça, c'est. Non, c'est les iconoclastes, Sapir, Berruyer. Je pense qu'il y a peut-être une raison. C'est le fait que. Vous avez raison de dire, mon site n'était pas, le carnet n'était pas au départ un site d'information. Mais je me rends compte qu'il est utilisé aujourd'hui comme un outil d'information par les gens, ce qui explique d'ailleurs la montée extrêmement importante de mon lectorat. Avec votre classification, c'est pas la question n'est pas, si vous voulez, le problème n'est pas que moi je trouve que et votre site et celui de Jacques, ça fait partie de ce que j'appellerais moi des sites d'information, parce que l'opinion ça informe aussi. Si vous voulez, il faut arrêter de faire croire que quand on fait de l'opinion, on s'affranchit des faits. Si vous voulez, ça c'est faux. Et ça, je crois qu'il faut le rappeler. Nous, on fait beaucoup d'opinions, on en fait moins qu'avant d'ailleurs, parce qu'on se rend compte aussi que les gens, quand ils achètent un journal, ils ont envie qu'on leur raconte des choses. Donc, on fait aussi beaucoup plus de reportages et d'enquêtes, mais on fait des analyses et de l'opinion. Mais il faut juste rappeler qu'on raconte pas, on fait pas des opinions à partir de faits faux. Ah, je crois que, pardon. Pardon. Je repasse la parole à Olivier Berruyer.
Sur ce point-là, non, bien sûr qu'on ne s'affranchit pas des faits, mais un grand média, il essaie d'avoir pour mission d'informer largement le public. Moi, ce que j'essaie de faire dans le site, c'est d'essayer, face à des médias qui sont extrêmement orientés tout le temps dans un sens, d'essayer de dire, bon tiens, j'essaie de contrebalancer en mettant des éléments, justement, ces fameuses no-news, j'essaie de les contrebalancer sur mon site. Mais du coup, si on regarde mon site, il a l'air contrebalancé. Les gens pensent que je suis russophile, parce que j'ai travaillé sur l'Ukraine en mettant tout ce qu'on n'a pas vu sur l'Ukraine. Mais pas plus que ça. Si demain, le gouvernement... moi, je lutte contre la propagande du gouvernement qui passe par les médias. Si demain, on a un gouvernement qui est russophile, qui nous explique qu'il n'y a plus aucun problème en Russie, de temps en temps, vous verrez sur mon site des trucs comme si il y a des problèmes en Russie. Ça marche comme ça. Donc, mon site complète les grands médias, par exemple. Mais c'est pas du tout un site d'information. Les types n'ont pas le niveau intellectuel pour comprendre ce que je fais, en fait. Non, mais c'est fascinant, en fait. Mais vous avez raison aussi, vous avez dit autre chose tout à l'heure, je crois quand même, qui explique tout. Et ça fait très longtemps. Enfin, là, je recite encore mon ami Philippe Cohen, que je connaissais bien. Si vous voulez, le problème, c'est une espèce de rage devant la critique des médias. Et ça, quand même, je pense que le travail que vous faites, que fait Jacques, c'est vraiment salutaire. Et il faut aussi signaler un site qui fait systématiquement de la critique des médias, c'est Acrimed, qui est d'une certaine manière la référence, qui est un petit peu notre ancêtre à tous, car Acrimed a fait un travail extrêmement important, en particulier autour du référendum de 2005, où il avait montré l'engagement de toute la presse. Donc mais ça, moi, je vais vous dire, moi personnellement, je suis pas du tout d'accord en général avec Acrimed, mais honnêtement, je les trouve très... ça fait longtemps que je n'y suis pas allé, mais il y a un moment, j'ai trouvé que c'était vraiment, si vous voulez, une façon de dire, oh là là, il y a la presse bourgeoise, la presse du capital, c'était quand même, c'est quand même un peu lourd, comme grille de lecture. Elisabeth, je suis pas tout le temps d'accord avec vous. Je suis pas tout le temps d'accord avec vous, mais c'est génial, vous nous donnez de l'intelligence, vous nous faites réfléchir, on fait débat, et c'est la liberté d'expression. Merci à vous, merci beaucoup. Chères auditrices et chers auditeurs, vous écoutiez les chroniques de Jacques Sapir, avec une discussion particulièrement animée entre Elisabeth Lévy et Olivier Berruyer. Merci beaucoup de nous avoir suivis et je repasse l'antenne à Radio Spoutnik.